Nous allons débuter cet événement, cette vitrine annuelle de la recherche au Collège Boréal. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue d'être ici aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benoît Clément, je suis gestionnaire des communications et des relations avec les médias ici au Collège Boréal. Et puis, je serai donc, par conséquent, comme vous l'avez deviné si brillamment, votre maître de cérémonie pour cet événement aujourd'hui. Alors, avant de débuter cet événement, nous souhaitons bien évidemment reconnaître que le Collège Boréal, avec ses nombreux sites et campus situés partout en Ontario, dessert plusieurs territoires autochtones traditionnels. Le Collège respecte et reconnaît l'histoire, the culture and the contributions of the First Nations, Métis and Inuit peoples on the entirely of the territories we share throughout Ontario. Le Collège remercie les communautés autochtones de leurs enseignements, de leur collaboration et bien évidemment de leur contribution à la richesse de notre patrimoine. Nous réaffirmons au Collège Boréal notre engagement, notre responsabilité également à améliorer les relations entre les nations, ainsi que notre propre compréhension des peuples autochtones locaux et de leur culture. Nous reconnaissons les territoires ancestraux sujets à des traités, des alliances ou sujets à des ententes, ainsi que les territoires ancestraux qui sont non cédés de tous les Inuits, Métis et Premières Nations qui habitent notre pays. Nous tenons enfin à reconnaître les peuples autochtones de tous les territoires sur lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Pour celles et ceux qui nous rejoignent de façon virtuelle, je souhaite prendre un moment pour souligner l'importance du territoire que nous considérons tous et toutes partout à travers le Canada et l'Ontario comme notre patrie. Alors, étant toutes et tous ici pour les personnes qui sont avec nous à Sudbury, je tiens bien évidemment à souligner que nous nous trouvons sur le territoire désigné dans le traité Robinson-Huron et que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel du peuple Anishinaabe, en particulier de la nation Atikameksheng Anishinaabe, de la nation Wanapeti, de la nation Dokis. Les Métis sont aussi présents sur ce territoire. Je vous invite à vous joindre à moi pendant ce moment de réflexion pour reconnaître les torts et les erreurs du passé et pour songer aux façons dont nous pouvons, chacun et chacune d'entre nous, à notre manière, aller de l'avant dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Merci, and thank you all for joining us today to celebrate research and innovation at Collège Boréal. Alors, je suis ravi de vous annoncer que cette année encore, puis je dis c'est une annonce, mais vous avez vu sans doute les nouvelles du Collège Boréal qui se sont succédées tout au long de l'année. Eh bien, la recherche au Collège Boréal a encore atteint des sommets cette année, puisque pour la deuxième année consécutive, nous nous trouvons au classement des 50 meilleurs collèges en recherche du Canada. Great year for College Boréal once again this year, as we've been ranked for the second year in a row in Canada's top 50 research colleges. So this is quite an accomplishment, and félicitations. Thank you very much. Merci. Alors, ce n'est pas un hasard qu'on arrive à de tels résultats. On a en fait, pour tout dire, plus d'une vingtaine d'étudiantes et d'étudiants qui ont été embauchés cette année dans des projets de recherche. J'en vois quelques-uns ici aujourd'hui. Nous cumulons une quinzaine de nouveaux partenariats académiques, industriels et communautaires qui sont associés à des projets de recherche ici à Boréal. We also have 12 active research projects here at Boréal. Une quinzaine d'expertes et d'experts ont également participé à ces projets et 8 demandes de subventions ont été déposées cette année
8 grant applications have been submitted this year. Alors, une grosse année pour l'équipe de la recherche, comme vous pouvez le constater. La recherche et l'innovation à Boréal continuent de rayonner dans nos communautés. Et ça, c'est grâce à vous toutes et à vous tous qui êtes présents aujourd'hui. Alors, félicitations. Mais comme chaque ensemble, pour que la musique fonctionne, on a besoin d'un chef d'orchestre, et en l'occurrence d'une cheftaine d'orchestre ici à Boréal. J'ai nommé la gestionnaire du secteur recherche et innovation, Madame Sabine Bouchard, qui est avec nous virtuellement aujourd'hui. Bonjour Sabine. Bonjour tout le monde, donc bonjour Benoît, merci beaucoup. Donc je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui pour célébrer cette année encore le succès de nos équipes de recherche. Donc malheureusement, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas pu être avec vous en personne au campus de Sudbury, mais j'aimerais vraiment souligner l'excellent travail de mon équipe qui, fidèle au poste, a rendu notre événement possible. Donc, un immense merci à Olivia Baudet et à Cindy Faulkner qui sont avec vous en personne aujourd'hui. L'événement n'aurait pas été possible sans vous. Merci aussi à tous et à toutes d'être parmi nous pour célébrer l'excellent travail accompli cette année encore par nos étudiants et nos experts et expertes. I'm very proud of all the work accomplished by our research team during the last year. Thank you all for being with us to celebrate them. Nos projets ne seraient pas possibles sans nos partenaires, nos étudiantes et étudiants et nos spécialistes. Donc, d'ailleurs, félicitations à vraiment à notre communauté étudiante qui contribue à la recherche et l'innovation au Collège Boréal. I'd really like to thank the student research assistants who have contributed to our projects over the last year. Bravo et merci à vous tous. Merci Sabine. Oui, bonne main d'applaudissement pour Sabine. Alors, avant de débuter, j'aurai quelques annonces pour vous. First, for our Anglophone friends, this event will primarily be in French. However, all presentation slides are bilingual and information on all our projects is available in both official languages, in French and English, on our website. Le reste de l'événement sera principalement en français, mais les diapositives ainsi que l'information disponible sont au site web du Collège Boréal, sur notre site web. We will be drawing a door prize as well, and we will announce the winner at the end of the event. For this, for those in person, please enjoy some popcorn over there and soft beverages available at the back of the room. Alors, nous avons un prix présent, je l'ai mentionné pour les personnes qui auraient du mal à comprendre mon accent anglais. À la fin, donc on fera le tirage à la fin de l'événement pour annoncer la personne gagnante. Et puis, bon, bah alors n'hésitez pas à manger du popcorn là-bas, j'en salive depuis à peu près 15 minutes. Et nous avons également des boissons qui sont disponibles. We will now begin our main event, and where 5 research teams will share a short presentation of their research and innovative initiatives over the last year. Donc, pour débuter, c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter nul autre que Sylviane Beaulieu, qui est professeure des programmes agricoles, ainsi que Kouni Laurin, qui est également professeur, mais cette fois des programmes en électricité et en électronique au Collège Boréal. Bienvenue. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici avec vous autres aujourd'hui pour vous parler d'un projet qu'on a travaillé cette année. Ça fait depuis 2010 que je participe dans des projets de recherche. Celui-ci particulièrement, c'est mon 5e. Puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que je m'embarque dans un projet, c'est toujours un projet que ça commence avec une idée. Ça commence avec une idée, ensuite on fait des plans. On fait des plans de fabrication.
Puis dans les projets que moi j'ai faits, que j'ai participé, c'était tout le temps de produire ou de créer une solution pour un défi qu'un partenaire pourrait avoir. Fait que dans cette étape-là, est-ce qu'on peut avancer la présentation? OK. Ça a skippé de 1. OK. Donc, le projet que je veux vous parler aujourd'hui, c'est le projet Shepherd. C'est le projet où on a développé des étagères. C'est un projet de recherche pour créer une genre de machin, une genre d'étagère pour être capable de faire de la recherche en culture de fraises. Fait que ça prenait un genre de rack. Ça commençait avec des idées. Et puis, quand on regarde à ça comme ça, on peut voir le rack en arrière. Je vais vous montrer les plans aussi associés à ça. Ça commence avec une idée. Ensuite, on procède à un design. Ensuite, on fait la fabrication et l'assemblage. Ensuite, on fait la mise à l'essai pour voir si tout ça, ça fonctionne. Puis une fois que tout ça, ça fonctionne, on procède au prototype final. Puis pour nous autres, le prototype final, c'était d'amener ça dans la serre, puis vraiment le tester, puis l'essayer. Fait que ça a commencé avec des idées. Puis ça, c'est comme l'idée sur papier, comme vous pouvez voir, c'est qu'on voulait être capable de maximiser l'espace utilisable dans une serre. Puis normalement, on a accès à l'espace qu'il y a par terre, puis on n'a pas l'accès vertical, du moins la plupart du temps. Puis nous autres, on voulait maximiser l'espace vertical. Fait qu'en même temps, c'est qu'on veut avoir un genre de pyramide comme ça ici, avec des étages comme ça, pour que chaque étage ait accès à une bonne source de lumière. OK? Fait que ça a causé un défi, un autre défi. Le deuxième défi, c'est que, OK, on va faire des étages comme ça, mais quand va venir le temps de faire la récolte, bien, ça va prendre un escabeau parce que ça, c'est 10 pieds de haut. Fait qu'imaginez-vous un escabeau, on monte dans l'escabeau, mais là, la fraise est là-bas, là. Je n'ai pas accès. Fait que là, on a eu l'idée, bien quoi si on design un système de rétraction où ce que la pyramide peut s'ouvrir pour exposer les fraises au soleil? Puis en même temps, on est capable de, avec un treuil, un genre de winch, on peut fermer le triangle pour faire la récolte. Fait que ça, c'est des idées qu'on a mis ensemble. Fait que ça a commencé sur papier. On a vu le problème ici avec l'escabeau. Fait que là, voici le design. Fait que là, moi, j'ai fait les designs sur papier. Puis là, on peut quasiment voir, on peut voir le produit final de quoi il y aurait l'air. Fait que ça, c'est l'étape 2, le design. Okay? Fait qu'on est capable de voir les tablettes. On a une tablette ici en avant. OK? Fait que là, on s'est dit, OK, c'est un système d'étagères. Ça a l'air bien simple. Right? C'est des étagères pour mettre des fraises. Mais c'est qu'on n'est pas certain c'est quoi la hauteur que ça prend pour maximiser la croissance d'une fraise. Tu sais? Fait qu'on a dit, on a besoin des étagères on est capable de les déplacer verticalement. Puis ça prend des étagères aussi qu'on est capable de changer l'angle. OK? Après ça, intrinsèquement, dans la construction telle quelle de l'étagère, on a dit, quoi si on fait un système de dégouttière là-dedans, incorporé dans l'étagère, pour collecter l'eau? Parce que là, on les arrose, ça dégoûte, un petit peu comme de la torture chinoise, là, mais faites-vous-en pas, les fraises aiment ça. Les fraises aiment ça. Fait que là, ça dégoûte, ça les arrose comme ça, puis là, on va collecter cette eau-là. Puis pour collecter cette eau-là, on a inventé un genre de petit dispositif qui va au bout ici. Je vais aller le chercher vite fait sans m'enfarger dans les roches. Alors ça, ce dispositif-là, ce n'est pas quelque chose qui existe, ce n'est pas quelque chose que tu peux acheter, c'est quelque chose qu'il fallait inventer. Il fallait l'inventer parce que ce petit appareil-là s'installe au bout de la tablette. Comme ça ici. Ça, c'était le prototype numéro 1. On a vu qu'il était trop petit, puis la vermiculite qui circule, ça causait des blocages, tout ça. Fait qu'on en a inventé un autre. Puis je vais mettre l'emphase sur comment est-ce que le Collège Boréal peut participer dans toutes ces étapes-là de production. Et puis, on réalise ici que ça peut se faire dans une journée. Normalement, on ne pouvait pas faire ça dans une journée si tu n'es pas équipé pour faire du 3D printing. Fait que je vous invite à venir voir, j'ai un 3D printer qui est justement en train de fabriquer cette pièce-là. Fait que comment vite qu'on est capable de faire ça, c'est bon pour la recherche. OK? Parce que moi, je peux designer ça le matin, l'imprimer l'après-midi, puis l'installer le lendemain. Normalement,
dans un système de design, fabrication, prototype, mise à l'essai, ça prend des mois puis ça prend des milliers de dollars. Mais nous autres, on est équipés pour être capable de faire ça beaucoup plus rapidement pour $1. OK? Fait que ça fait des grosses différences. Je prends beaucoup de temps. OK, alors ça, c'est l'étape de design. Alors, on peut voir ici une photo de la construction qui commence. Et puis, la construction, on a notre étudiante Lynn Trudeau qui a travaillé tout l'été avec Guy Lachapelle puis John Montpellier à faire la construction de ça. Puis là, on peut voir que c'est en train de se matérialiser. OK? Mais il faut commencer avec un bon design. Ça prend des bons dessins de fabrication parce qu'une fois que tous ces morceaux-là sont fabriqués, il faut le mettre ensemble puis il faut que ça marche. OK? J'avance à la prochaine. Alors, on peut voir ici l'étagère qui fonctionne sur une genre de penture qu'on est capable d'ouvrir et fermer. Expérimentalement, on est capable de l'ouvrir beaucoup ou moins, ou on peut jouer avec ça. On peut jouer avec la hauteur, l'angle des tablettes. OK? Puis quand on le regarde, c'est comme, hey, c'est bien simple. Oui, c'est simple. Mais quand il faut que tu y penses puis tu travailles à partir de rien, c'est une différente histoire. Puis ça, c'est la force au Collège Boréal. On a les installations physiques, on a l'équipement spécialisé, puis on est doté d'un panel de personnel d'expertise. Quand tu mets tout ça ensemble, là, moi, je trouve que le Collège Boréal, c'est une force en recherche appliquée. Alors, la mise à l'essai, là, on l'a mis ensemble. Fait qu'on a testé l'articulation, faire certain que tout fonctionnait, faire certain que quand le pouce, ça clip, ça rentre en place, puis tout est beau. Et puis, hey, ça a bien marché. On a même fabriqué un deuxième prototype avec des nouvelles idées, puis ça faisait juste continuer. Alors, finalement, on peut voir les fraises qui sont en train de profiter dans nos étagères de recherche. Fait que ça, c'est ça, le système de collecte d'eau. Fait que c'est pas mal ça, ma présentation. Je vous remercie. Alors, je cède la parole à ma collègue Sylviane. Merci. Merci, Connie. Merci, Benoît. Salut à tout le monde. C'est bien le projet Homegrown Challenge. Donc, cultivons l'innovation d'ici par la famille Weston. C'est une compétition qu'on participe dedans. Il reste 11 équipes. Donc, allez vérifier ça sur l'Internet. C'est très intéressant. On espère de peut-être procéder à la 3e étape. Donc, la première chose que je vais vous montrer de mon côté, je vais mentionner notre équipe. Notre équipe fait partie, on a Agritech North, qui est une compagnie qui est à Dryden. Donc, notre projet a plusieurs composantes. Connie nous a parlé d'une des composantes qu'on a ici au Collège Boréal, à la serre, qui est à l'arrière du collège. Mais on a aussi un partenaire qui est aussi en train de créer une des composantes du projet à Dryden. On a Truly Northern et puis Rural Agri Innovation Network qui nous appuie dans le projet. La composante du projet qui est à Dryden, c'est une serre. C'est une serre qu'on est en train de construire avec un nouveau matériel qu'on appelle du ETFI. Puis, vous avez le nom extrêmement long que vous pouvez lire, que je n'oserais pas prononcer, mais vite, c'est du ETFI. Donc, la serre qu'ils sont en train de construire à Dryden, qui entame cette semaine, va être attachée à une de leurs bâtisses qui existe déjà. Agritech, c'est une compagnie qui ils produisent des légumes à l'année longue pour la revente dans la communauté de Dryden. Comme Connie a dit, on est en train de produire des fraises ici même à Boréal. Puis, on a commencé à produire nos fraises au tout début de l'été. Olivia Baudet qui a transplanté, je la cherche, elle a transplanté nos plantules. Et puis, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'une plante va une durée de vie. Donc, un de nos obstacles qu'on a eu au collège, puis autant autant au collège que n'importe quel producteur qui va faire pousser des fraises à l'année longue, c'est qu'il faut aller chercher nos plantes en quelque part au temps de l'année où ce n'est pas nécessairement évident d'acheter des plantules pour retransplanter. Donc, un de nos obstacles qu'on a eu, c'était
où est-ce qu'on va chercher nos plantules au temps d'hiver pour commencer la deuxième essai du rack. Parce que qu'est-ce que vous ne savez pas, c'est que le système d'étagère que Kuni a fait, on a 2 différents racks à la serre en ce moment. Donc, le premier rack, on a commencé au mois de mai environ, Olivia. Et puis maintenant, la deuxième essai a parti juste après Noël. Donc, les plantules que vous voyez ici dans le sac, donc ça, c'est les sacs qu'on retrouve sur les étagères. C'est des plantules qui proviennent des plantes mères qu'on retrouve dans la zone 4 à la serre. Donc, la façon qu'on a multiplié ces plantes, on les a faites avec un petit Jiffy, puis c'est un stolon que la plante mère a produit. Donc, si on regarde à la photo de la droite, donc, on voit vraiment le stolon qui est attaché à la plante mère et puis que nous, à tous les jours, nos chers étudiants de recherche allaient irriguer pour assurer que les racines étaient pour se former. Donc, quelques semaines après, en temps de 10 à 14 jours, on peut voir que les racines sont bien formées et qu'à un moment donné, on va retransplanter dans nos sacs. Un des avantages du nouveau rack que Kuni a fait, c'est que je ne sais pas si vous êtes capable de voir, mais à l'avant, il y a une nouvelle petite ouverture à l'avant de l'étagère. Puis, c'est la région où ce qu'on va mettre maintenant ces petits Jiffy pour qu'ils puissent se faire irriguer par eux-mêmes et non nos chers étudiants qui nous donnent une bonne main. Une autre des composantes qu'on a avec ce projet-là, c'est qu'on veut pas, les plantes vont avoir des maladies. Puis, Dr. Kapongo, c'est celui qui est en charge de cette composante-là du projet. C'est une lutte intégrée contre les ravageurs, donc contre les maladies. Donc, à l'aide de nos abeilles Morel nous a apporté une des boîtes, on va relâcher nos abeilles dans la zone 3 et 4 cette semaine. Puis, avec leur aide, on va avoir une pollinisation qui va se faire pour nos fraises et puis une lutte contre les maladies. Donc, à la fin de la journée, venez voir nos abeilles. Elles sont dans la boîte, ils ne sortiront pas. Donc, je voulais juste dire un gros merci à tout le monde. Merci à l'équipe, Sabine, Morel, Dr. Kapongo, tous les étudiants et puis nos partenaires dans le projet. Et puis, merci Sabine. Alors, comme vous, Sylviane, vous le disait et elle l'a évoqué, ce projet-là, en fait, a reçu donc l'appui de la fondation de la famille Weston. Ça veut dire quoi concrètement? Effectivement, il y a 11 projets à travers tout le Canada de recherche qui ont reçu ce financement de la famille Weston. Mais attention, on parle pour chacun de ces projets-là d'une subvention de 1 million de dollars pour pouvoir faire avancer ce projet de recherche. Et non seulement, je vous dirais, il n'y a que 11 établissements partout à travers le Canada qui ont reçu cette subvention-là, mais parmi ces 11 établissements, eh bien, il n'y avait qu'un seul collège dans tout le Canada. Et ce collège-là, il est situé à Sudbury et c'est le Collège Boréal. Alors vraiment, bravo. Bravo pour ce projet. Je vous dis, les autres établissements, on parle quand même de l'Université Laval, on parle de UBC. Donc, le Collège Boréal, plus que jamais, joue dans la cour des grands. Alors, sans plus tarder, nous passons maintenant à la présentation d'une collègue, d'une personne qu'on connaît depuis longtemps ici à Sudbury. J'ai nommé Marie-Josée Charrier, qui est chercheuse dans le cadre du projet de recherche sur l'identification et l'évaluation des conséquences économiques et sociales de la pandémie sur la santé mentale des professionnels de l'industrie funéraire. Évidemment, qui dit pandémie, malheureusement, dit décès. Et on a trouvé pertinent, justement, de se pencher sur cette question-là. Alors, Marie-Josée,
si tu pouvais nous faire le plaisir de venir parmi nous. Merci Marie-Josée. Comment fonctionne ce bidule? Bon, alors, c'est un truc, tu appuies et puis ça devrait marcher. Ça devrait marcher. Voilà, OK, c'est ça. je t'en prie. Bon. Bien, merci. Donc, on a beaucoup parlé de la pandémie, de la COVID-19, des impacts que ça a eu sur les étudiants, sur les élèves, sur les travailleurs. Mais on n'a pas assez parlé du domaine du secteur funéraire, parce que ce sont des gens qui ont continué à travailler dans des conditions finalement qui étaient incertaines. Il faut quand même disposer des corps, mais il y avait énormément de restrictions et ça a eu un impact aussi sur les gens qui ont vécu un deuil durant ce temps-là, parce que, bon, ça est venu chambouler un peu les plans. Je vais utiliser le bidule. Voilà. Donc, je ne vous demande pas de lire ça, je vous résume ça. C'est venu donc chambouler les plans de ceux qui organisaient des services funéraires. C'était ce qui était le plus dur finalement, c'était bon, mais pas de rassemblement, il y avait toute une incertitude. Moi, je me suis jointe au projet au mois d'avril. Donc, comment est né le projet? Ce qu'on m'a raconté, justement, c'est qu'il y avait les experts, donc ceux qui travaillent dans le domaine, se sont rendus compte que il y avait un impact sur la santé mentale. C'est des gens qui ont continué à travailler dans des conditions qui étaient, comme je dis, incertaines, c'était difficile, avec une clientèle qui devait rassurer, qui vivait aussi de l'incertitude. Donc, ils se sont posé la question, justement, ça a été quoi l'impact et en fait, c'est quoi quels ont été les obstacles et les impacts, essayer de les nommer, de les mesurer pour pouvoir produire des outils. Parce que si jamais il arrive une autre pandémie, qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas être pas préparé. Donc, c'est un peu comme ça qu'est né le projet. Le Collège boréal s'est associé avec l'Ontario Association of Cemetery and Bereavement, excusez mon anglais, Professional, donc qui est une association qui regroupe des gens dans le secteur funéraire. Et ils ont embarqué dans le projet. Puis eux, bien sûr, en recherche appliquée, je dirais le Collège boréal, la part du collège, c'était vraiment de peut-être développer les outils, faire la recherche, mais aussi de produire quelque chose de tangible, des outils qui pourraient aider finalement en vue d'une prochaine, on ne le souhaite pas, mais si jamais il y avait une autre pandémie. Alors, ce qu'ils ont fait, comme je dis, les objectifs de recherche, c'était en deux parties. On voulait voir c'est quoi l'impact de la pandémie sur les travailleurs du secteur funéraire, mais aussi sur les consommateurs, la clientèle. Comment ils avaient été affectés et voir, bon, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce milieu-là pour finalement outiller les travailleurs éventuellement pour faire face à ces changements. On a procédé par sondage. Donc, 2 grands sondages qui ont été faits en ligne. On est allé consulter les travailleurs du secteur et on a consulté aussi la clientèle. Ce qui est ressorti du côté des travailleurs, c'est que ça a été extrêmement difficile. Donc, santé mentale, perte financière. Il y a eu aussi, je dirais, la majorité ont pensé quitter le domaine des secteurs funéraires et surtout les femmes. Les femmes, ça a été difficile. Du côté de la clientèle, si je vous résume ça, ça a eu un impact sur le processus de deuil. Le fait de ne pas savoir, parce que, bon, oui, on continuait à disposer du corps, mais la cérémonie était reportée. Il y avait aussi toute l'incertitude quant au nombre de personnes qu'on pouvait réunir, le port du couvre-visage ou du masque. Donc, c'est toutes des choses qui ont influencé finalement le processus de deuil. Alors, ce qui est sorti de ça, c'est des recommandations. Donc, surtout, de peut-être sensibiliser ou d'incorporer des habiletés chez les étudiants qui sortent du programme des études funéraires, du secteur funéraire, c'est-à-dire en termes de communication, qu'est-ce qu'on avait aussi? Résolution de conflits, parce que c'est une partie importante de leur travail. On avait aussi pensé à la santé mentale, c'est-à-dire que oui, vous êtes des travailleurs, mais comment, comme futurs travailleurs, vous pouvez prendre soin de votre santé mentale et comment vous pouvez aussi, comment je dirais, exercer un leadership pour, c'est ça, être sensible aux gens qui vivent des problèmes de santé mentale dans votre milieu.
Du côté des institutions d'enseignement, ce qu'on recommande, c'est peut-être justement d'inclure il y aurait avantage à inclure, peut-être pas réformer le programme, mais il y a sûrement des façons d'inclure ces compétences transversales-là à travers le programme. Et aussi que, les managers, je dirais les directeurs ou les propriétaires de maisons funéraires ont tout avantage à ce qu'ils aient des programmes de santé mentale, des outils pour les employés. Donc, les retombées d'une recherche comme ça, à partir de ces données-là, premièrement, on est en train de créer des outils. Ce qu'on fait, c'est un toolkit ou une trousse. Puis ça, c'est un peu pour, en cas de pandémie, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est une espèce d'outil qui va être modifiable, une espèce de guide dans lequel les différents intervenants vont pouvoir mettre leurs ressources. Il va y avoir aussi toutes les meilleures pratiques, finalement, du milieu. Puis, ça va être adaptable au milieu parce que c'est sûr qu'une maison funéraire dans le nord d'Ontario, c'est pas comme dans le sud. Ça peut dépendre aussi de la grosseur, ça peut dépendre, du nombre d'employés. Donc, ça va être vraiment adaptable au milieu. L'autre chose aussi, ça va être, on est en train avec l'Association canadienne de santé mentale, offrir une formation sur le leadership du changement dans le milieu de travail. Parce que c'est, comme je vous dis, un secteur qui change. Des consommateurs, les besoins changent, des gens qui sont plus affectés par la santé mentale, les travailleurs. Donc, comment on peut faire pour les outiller à vivre ces changements-là? Et la formation, donc, le partenaire est fantastique, l'Association canadienne de santé mentale. Ils ont vraiment pris des études de cas, des scénarios qui touchent vraiment le domaine funéraire pour que ça soit pertinent au domaine. Donc, ça va être offert au Collège Boréal en début juin. Puis, on va aussi l'offrir dans le sud de l'Ontario en anglais pour les gens de l'association de OSCFP. Puis, côté recherche, on s'est rendu compte qu'il n'y en a pas de données sur la recherche. C'est un secteur oublié. Donc, déjà, et puis j'ai une équipe fantastique, là, je pense à Donald Perrault puis Camille Lemieux. Ils sont tellement engagés. Ils pensent déjà à d'autres projets de recherche sur les femmes dans ce milieu-là. Aussi, c'était quoi j'avais mis? Donc, recrutement et rétention, parce que c'est un secteur important. Mais comment on peut faire pour retenir les gens, justement, dans ce secteur-là? Diffusion des connaissances, je vous présente aujourd'hui à la vitrine. On a eu la chance de présenter aussi nos résultats à l'Association canadienne de psychologie. Donc, Don est allé présenter un poster l'été dernier. Ça s'est bien passé. Demain, l'ACFAS, je vais présenter le volet sur les consommateurs, donc demain après-midi. Donc, ça permet de sensibiliser les gens, puis peut-être éventuellement de se trouver d'autres partenaires de recherche ou d'autres sources de financement parce qu'il y a énormément de recherche à faire dans ce domaine-là. Puis, on va faire des groupes de discussion aussi parce qu'à partir des outils qu'on va créer, on va réunir des gens, on va dire, est-ce que ça vous convient? On va aussi regarder le programme, comme je disais, qu'est-ce qui est possible de faire, quelles compétences ou quelles habiletés on peut développer dans le programme sans tout chambouler. Et aussi, on va avoir un autre focus group sur l'équipement personnel. Sur l'équipement, PPE, c'est-à-dire les équipements de protection et la sécurité des travailleurs dans ce milieu-là. Parce que pendant la pandémie, ils n'ont pas été considérés comme des travailleurs essentiels. Donc, c'était difficile d'avoir accès à ces ressources-là. Donc, on va essayer de trouver des solutions ou des recommandations. Donc, voilà, c'est à peu près ça. Donc, je pense et c'est toute une équipe aussi. Donc, je remercie tous ces partenaires-là. Puis, en tout cas, si au moins ça peut susciter... moi, j'ai découvert ce milieu-là, puis mon Dieu, c'est fantastique. C'est malheureusement un domaine que je ne connaissais pas, mais je pense que l'étude révèle que c'est important. Et puis, je pense que c'est ça. On a un grand besoin de recherche et de découverte dans ce milieu-là. Merci. Oui, merci beaucoup, Marie-Josée.
Encore une fois, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai appris des choses, notamment le fait que le personnel qui offre des services de soins funéraires ne soit pas considéré comme un travailleur ou une travailleuse essentielle. En période de pandémie, je trouve ça assez étonnant. Alors en tout cas, merci de nous éclairer sur ce sujet. Merci Marie-Josée. D'ailleurs, Marie-Josée le mentionnait un petit peu plus tôt, pour celles et ceux qui aimeraient en apprendre davantage, demain, nous avons la chance au Collège Boréal d'accueillir la journée des sciences et du savoir de l'ACFAS Nouvelle-Ontario. Et puis, ça va être ici au Collège Boréal. Alors, Marie-Josée nous fait une belle présentation demain de, croyez-le ou non, 3 minutes. Et puis, elle va devoir justement présenter son projet. Alors, merci et puis félicitations. C'est demain à 14h20 ici au pied du rocher pour assister à la présentation de Marie-Josée. Nous passons maintenant à la présentation de Marc Hébert, professeur et coordonnateur des programmes en environnement forestier et faunique, ainsi que d'Olivia Baudet, qui est technicienne en biodiversité, professeur également, qui vont nous présenter un projet qui vise la réhabilitation d'anciens sites d'agrégats dans le nord de l'Ontario, donc encore de l'environnement. Merci beaucoup. Annie Bouzou, bonjour, hello. Je suis heureux d'être ici pour présenter le projet. Ça va être, moi, je vais parler un petit peu au début. Ensuite, je vais laisser Olivia finir la présentation. Elle a fait beaucoup de travail là-dessus. Donc, ce que vous voyez devant vous, c'est une gravière ou un gravel pit en bon français. Puis, il y en a beaucoup de ça en Ontario. Il y en a partout. Maintenant, avant 1994, les compagnies qui avaient des gravières n'étaient pas nécessairement obligées de réhabiliter ces sites-là une fois qu'ils avaient fini. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un endroit, ce que tu vois dans le milieu, c'est un trailer qui a été brûlé, là. Mais tu vois, les pentes sont assez à pic, c'est dangereux. Ça n'a pas été vraiment réhabilité. Ça, c'est un site sur les terrains de Sudbury INO, Glencore à Falconbridge. Donc, avant 1994, il n'y avait pas ces obligations-là. Après 1994, la nouvelle loi sur les agrégats est sortie. Maintenant, toutes les gravières ont cette obligation-là. Donc, on a plein de pits en Ontario qui sont comme ça. Personne ne va payer pour ça, pour les réhabiliter, parce que ce n'était pas obligatoire à ce temps-là. Donc, il y a une association qui s'appelle TORC, the Ontario, je ne me souviens plus, là, Rehabilitation of Aggregate Pits, chose de même. Eux autres, chaque fois que quelqu'un prend du gravier, je ne sais pas si vous ne saviez pas, là, mais il y a une redevance qui va au gouvernement. Pour chaque tonne, il y a une partie de ces fonds-là vont aller à cette organisation-là pour réhabiliter ce qu'on appelle les legacy pits, les vieux pits comme ça ici. Il y en a beaucoup dans le nord. Dans le sud, s'ils ont besoin du topsoil, ils vont le chercher, ils l'amènent. Dans le nord, ce n'est pas évident, cela-là. C'est très dispendieux, puis les autres ils n'ont pas tant d'argent que ça. Donc, ils nous ont approché, est-ce qu'on peut trouver des façons innovatrices d'utiliser du matériel pour réhabiliter ces pits-là? Donc, on a trouvé des partenaires, puis on a des gros partenaires. Sudbury INO, c'en est un. Il y a TORC, Étier Sand and Gravel, l'Université Laurentienne, aussi l'Université de Lakehead, parce qu'il y a des gens qui ont transféré là. On a quelqu'un aussi qui fait son doctorat, puis son sujet, c'est ce projet ici. Donc, il y a beaucoup de travail. Ça fait depuis 2021 qu'on travaille le projet. Il y a beaucoup de défis. On transporte du matériel de Témiscamingue, d'une papetière ici. Parce qu'on transporte du matériel, on a besoin d'un permis du ministère de l'Environnement pour transporter ça. Ça a pris 1 an à avoir le permis. C'est vraiment un projet qui est très complexe. Mais nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé ça en 2 parties. Donc, la première partie, puis c'est ça qu'Olivier va vous présenter, c'était une partie dans la serre. Fait qu'on a dit, OK, on a ce qu'on appelle des recettes. On va essayer différentes choses avec ce même gravier-là. On va emmener ça à la serre. On va faire différents projets, on va faire pousser différents arbres, voir quels sont les résultats. Basé là-dessus, on est ensuite allé sur le terrain, puis on a commencé de la réhabilitation. Cette année, on va commencer à planter des arbres dans ces endroits-là.
Juste pour vous mettre en contexte, mais j'aimerais demander à Olivia de présenter, c'est elle qui a fait beaucoup du travail. On ne peut pas la remercier assez. On a eu des étudiants à Roc-Rochon, notre technologue travaille là-dessus avec elle. On utilise beaucoup de l'équipement d'agriculture, on travaille beaucoup avec eux. Merci, Olivia. Merci Marc d'avoir expliqué le contexte. Alors, pour les essais en serre, donc comme nous avions dit dans le passé, nous avons la chance d'avoir des serres de foresterie et d'agriculture. Et donc, avec les étudiants, nous sommes allés chercher du gravier sur le terrain pour faire des essais à petite échelle, parce que les essais à grande échelle prennent beaucoup de temps en fait à réaliser et prennent beaucoup de ressources, que ce soit financières pour l'essence et tout ça, mais également des étudiants. En serre, c'était beaucoup plus facile. Et donc, nous avions choisi 9 traitements potentiels, y compris le traitement que la ville de Sudbury utilise pour le reverdissement. Mais notre but principal, on aimait se concentrer sur la cendre de bois, qui est vraiment tout de suite un déchet produit par l'industrie. Et donc, si on pouvait réutiliser ça pour désacidifier les sols, donc ce serait vraiment fantastique de pouvoir réutiliser quelque chose qui, pour l'instant, est juste un déchet. Donc, dans ces 9 traitements, il y en a seulement un qui a été vraiment inconclusif, donc on l'a enlevé du trial sur le terrain. Donc ça, c'était le stock, on l'appelait, donc c'était vraiment de l'argile limoneux. C'est vraiment ça que c'était. Et donc c'est le seul que nous avons enlevé. Pour les espèces en serre que nous avons plantées, nous avions choisi 2, donc le bouleau jaune et le peuplier faux-tremble. Donc une des espèces était bien adaptée à survivre à ce type de substrat, donc un gravier. Forcément, l'eau passe très vite, donc c'est un substrat qui est relativement sec. Donc le peuplier faux-tremble qui, lui, est adapté à plusieurs types de terrains qui poussent un petit peu partout. Donc, nous avions 2 techniques de plantation. Donc, soit nous avions semé les graines dans des jiffy, donc ce sont des petites capsules, on va dire, de terre séchée à laquelle on ajoute de l'eau pour que ça pousse, ou directement semer dans la gravelle. Évidemment, ça, c'était avec un taux de germination beaucoup plus bas, mais il fallait évidemment tester les 2 façons. Donc, ça, c'est vraiment notre projet dans la serre. Donc là, vous voyez simplement la carte de où se trouve donc notre essai en terrain. Donc, c'est Asquith, proche de l'aéroport. Ici, vous voyez la carte avec les différents traitements. Donc, 8 traitements sur le terrain au lieu des 9 en serre. Et les petits cercles verts sont en fait là où nous avons fait des inventaires de biodiversité pour en fait établir quelles plantes étaient déjà présentes aux alentours du pit avant de commencer. Donc, ça, c'était très important de savoir parce que si, quand on va planter, il y a d'autres espèces, on aimerait savoir d'où elles viennent. Donc, vraiment, pour nos essais sur le terrain, c'était vraiment de nettoyer le pit en premier parce que tout de suite, il y a beaucoup de gens qui aiment aller dans les pits, que ce soit en 4 roues ou pour faire de la pratique de tir. Et donc, ça laisse beaucoup de cartouches, beaucoup de pollution. Donc, première étape, c'était de nettoyer ceci. Ensuite de ça, les pits de gravier, la raison pour laquelle on veut le réhabiliter, c'est que ça cause beaucoup de troubles pour les éboulements de terrain potentiels. Donc, il fallait vraiment au niveau sécuritaire faire ceci. Après, nous avions donc installé les parcelles, établi donc les amendements sur le terrain. Et comme Marc disait, nous allons planter cet printemps et cet automne. Donc, ça dépend un petit peu. Et finalement, nous prendrons les données végétatives et tout ça avec les étudiants sur le terrain pour les années à venir. Là, c'était juste une petite idée du design industriel. Si vous avez des questions après ça, il faut que je wrap up un petit peu. On pourra en discuter après ça, mais c'est donc pour éviter l'érosion avec la pluie. Donc, c'est pour ça qu'on avait un design qui n'était pas plat. Voici juste quelques photos de nos étudiants en train de travailler. Et j'aimerais vous remercier pour votre attention. Thank you. Merci Olivia, merci Marc et bravo pour ce projet. Donc, la leçon à retenir, c'est que si vous voulez faire pousser quelque chose, vous ne jetez pas une graine dans un tas de cailloux, ça ne va pas marcher et on a des résultats qui sont maintenant documentés grâce à nos chercheurs. Merci beaucoup. À propos de ce projet, toujours, on l'a dit à quel point c'était important d'impliquer nos étudiantes et nos étudiants. Il se trouve que demain, dans le cadre de la journée des sciences et savoirs de l'ACFAS du Nouvel-Ontario, eh bien, on aura un étudiant qui va justement faire une présentation demain à 13h15. Il s'appelle Caleb Miner et puis il va justement nous parler de ce projet-ci. Alors, sans plus tarder, nous allons passer donc à la présentation suivante. Chose intéressante que vous avez entendue jusqu'à présent, c'est que
Vous l'avez remarqué, au Collège Boréal, l'une de nos forces, c'est justement les échanges entre les différents services, les différents programmes, et puis cette interaction justement qui bénéficie à tous ces projets de recherche. Tout à l'heure, on l'a évoqué rapidement, l'importance des abeilles pour polliniser justement les fraises. Et puis, eh bien, écoutez, sans faire de jeu de mots, la fraise sur le Sunday, c'est qu'on a justement un projet de recherche qui a un lien avec ceci. Alors, pour vous en parler, nous allons maintenant passer, je vais passer la parole à Jean-Pierre Capongo, qui est professeur et coordonnateur des programmes agricoles, ainsi qu'à Morel Cotomalé, qui est technicien agricole et qui est même d'ailleurs diplômé de notre programme, un autre de nos champions, pour nous parler de ce projet de lutte intégrée contre les pestes en utilisant les abeilles. Merci Jean-Pierre, merci Morel. Donc, je vais faire un briefing sur cette technologie qui est la mienne. Elle a commencé en 2004, puis après, elle a été homologuée au Canada en 2009. Elle est en train d'être utilisée en Amérique du Nord. Je suis le promoteur. Elle est là. Elle consiste donc à utiliser le bumblebee, les pollinisateurs, afin de supprimer donc l'utilisation des humains dans l'agriculture pour transporter les produits chimiques. Alors, elle me suit un peu partout. Elle est avec moi ici à Sudbury. Il s'est posé un problème dans l'Ontario, dans le nord, où il y a un arthropode, un invertébré, donc les araignées, donc on a les mites, qui posent les problèmes en agriculture. Ils transmettent un virus. Et comme ils transmettent les virus, cela commence au niveau des fleurs. Il est difficile à ce que, en utilisant les produits, les applications avec les sprayers, pour que les produits arrivent au niveau des fleurs. Les abeilles, les bumblebees ont la capacité d'aller faire la pollinisation et transférer les produits directement sur les fleurs. Alors, on a pensé, on a fait une simulation de sorte à ce que les produits que nous allons utiliser soient déposés directement sur les fleurs, de sorte à ce que, une fois que les mites arrivent à se nourrir des fleurs, les fleurs lesquelles nous génèrent donc des fruits, des strawberries, donc de la fraise, ça puisse avoir qui est le combat au niveau de la fleur. Ceci, c'est pour enfin améliorer la production. Mais maintenant, on a dû avoir ces traitements puisque les abeilles ne peuvent pas transporter les produits liquides. Ils les transforment sous forme de poudre sur leur corps et quand ils arrivent sur les fleurs, ils font le basing, donc ils dégagent donc les produits et les produits restent se développer sur la fleur et quand l'insecte arrive ou les arthropodes, il entre en contact avec les produits, il en succombe après 7 jours. Et de cette façon, on protège la plante. Et nous avons dû comparer ces produits, donc on a eu ces traitements, différentes concentrations donc de Beauveria, qui est un champignon microscopique, qu'on a dit comparer avec le NIMS, qui est un insecticide naturel provenant d'une plante. Et nous avons trouvé, je pense que notre technicien Morel va expliquer sur l'expérimentation au niveau de champ. Et nous avons trouvé que les NIM, en utilisant même le spray pour contrôler, ça allait mieux. Presque là, il n'y avait pas de différence au niveau statistique avec l'utilisation donc des bumblebees pour protéger la fraise contre les mites qui causent un virus. Alors, on a trouvé que si vous appliquez donc les NIMS avec les sprays et vous utilisez le bumblebee, vous avez les mêmes résultats. Mais du point de vue environnemental, puisqu'on sait bien sûr que quand on utilise les sprays, on utilise les humains, il y aura problème
Donc, vous allez dire perturber donc la biodiversité, autant utiliser les bumblebees puisque la quantité de produits qu'ils utilisent est moindre et elle va sur les targets, donc sur la fleur. Du fait, vu qu'il n'y avait pas de différence entre les deux applications, mais du point de vue environnemental, on va conclure qu'il faut utiliser cette technologie que vous allez retrouver un peu partout au Canada, en Amérique du Nord, où je suis le promoteur aussi, pour tuer surtout les arthropodes, et même nous l'utilisons aussi pour supprimer les maladies sur les plantes. Donc, je laisse la parole à Morel, qui est notre technicien, pour vous expliquer comment c'est fait au niveau de notre institution. Merci beaucoup. Alors, merci Jean-Pierre pour avoir présenté le contexte du projet et puis les résultats. Moi, je vais vous présenter la méthodologie. Donc, la méthodologie qu'on a adoptée dans le cadre de ce projet, d'abord, en premier lieu, on faisait ce qu'on appelle le monitoring ou le suivi des champs de fraises. Donc, on allait chaque semaine, 2 à 3 jours, pour pouvoir surveiller les champs de fraises nouvellement plantés, soit des champs de fraises qui sont à une première année de production. Donc, on s'en allait sur chaque plante où on essayait de regarder toutes les différentes parties de la plante. Donc, quelle que soit la fleur, le fruit, s'il y a des fruits, ou soit les jeunes feuilles. Et comme ces arthropodes, elles ont la capacité de se retrouver sur les jeunes feuilles et se cacher à l'intérieur, ou soit comme les aisselles des feuilles. C'est difficile de pouvoir mettre les produits, quels que soient les produits chimiques ou soit les produits biologiques là-dessus. Donc, nous récoltons ces différents feuilles-là. Nous utilisons des loupes pour pouvoir regarder, parce que c'est des arthropodes invisibles à l'œil nu, de taille de 0,5 à 1 mm. Donc, c'est très, très petite. Donc, nous utilisons des loupes avec des grossissements différents pour pouvoir observer au niveau de la feuille s'il a la présence de cet insecte. Et après avoir observé l'insecte maintenant, nous essayons de faire également le suivi sur tout le périmètre du champ afin de cartographier ou soit afin d'évaluer le taux d'infestation de l'insecte dans tout le champ, parce qu'on ne peut pas appliquer un produit sans connaître le taux d'infestation. Donc, on a remarqué ici que le taux d'infestation était de 75 à 80% dans tout le champ. Et pour confirmer cela, nous avons amené certains échantillons également au laboratoire grâce à l'aide de nos étudiants et techniciens de recherche. Nous avons observé les différents échantillons là au laboratoire et nous avons confirmé vraiment que c'était l'insecte là qui était présent et qui provoquait le rabougrissement, c'est-à-dire les feuilles s'enveloppaient autour d'elles et il a une décoloration jaune. Donc, étant donné qu'on a observé maintenant le taux d'infestation, on a calculé, il faut maintenant mettre les expérimentations. Donc, pour la mise en place de l'expérimentation, c'était 7 traitements qu'on avait. Donc, on avait le traitement incluait également le contrôle. Donc, parmi les 7 traitements, nous avons utilisé l'huile de Nîmes, qui n'est rien d'autre que les graines de magousier, non scientifique, Azadirachta indica, avec également le Beauveria bassiana, qui est un champignon qui est divulgué par notre abeille, qui n'est rien d'autre que le bourdon. Alors, comme premier résultat qu'on a vu, on a constaté que quelle que soit l'utilisation de la technologie entomovectorielle qui utilise les bourdons et la pulvérisation également en utilisant juste le champignon, il n'avait pas de différence, il avait une différence significative en termes d'utilisation de ça avec un produit chimique. Maintenant, entre les 2 technologies, c'est-à-dire entre la pulvérisation et l'utilisation de l'entomovectoriel, il n'avait pratiquement pas de différence significative. La seconde chose également qu'on a remarqué,
c'est quand tu appliques un produit, il faut voir si ça ne tue pas également les organismes bénéfiques qui sont dans le champ. Donc, dans le cadre d'espèces, c'était les coccinelles, pour nous, les organismes bénéfiques qu'on avait vus dans le champ, qui jouent également un rôle de lutte contre des pucerons. Donc, on a regardé si le produit n'avait pas d'impact également sur les coccinelles en question, et il n'avait pratiquement pas de différence significative parce que vous allez remarquer en termes d'analyse statistique qu'il avait AAA un peu partout. Donc, notre produit n'a pas un impact sur comment l'appelle-t-on, n'a pas un impact sur les insectes utiles. Donc, en termes de conclusion, nous pourrons recommander la lutte biologique par l'utilisation de l'entomovectoriel et également l'utilisation de l'huile de Nîmes, qui est deux composantes de lutte biologique pour pouvoir y remédier et pour nous aider également à avoir des fraises qui sont impactes de tout pathogène. Je vous remercie. Alors écoutez, en tout cas, bravo encore pour ce projet. Merci à Morel et à Jean-Pierre. Your project is just unbelievable. OK. Voilà, merci. Merci. Alors, écoutez, on ne peut pas être parfait à chaque fois. Écoutez, on vous souhaite en tout cas beaucoup de succès dans ce projet-là. C'est toujours un plaisir de voir nos étudiants et plus tard, nos diplômés rayonner comme vous le faites, comme le fait Morel aussi en ce moment. Et puis, qui sait, peut-être qu'on entendra parler de ce projet ici. On en parle déjà à Sudbury, mais à l'échelle de l'Ontario, de la province, ou peut-être même du Canada. Et puis, Morel, tu pourras compter sur notre appui encore une fois. Donc, félicitations pour ce projet-là. Pour clore les présentations, croyez-le ou non, c'est déjà la dernière présentation qui va avoir lieu tout de suite. C'est fou comme le temps passe vite quand on apprend. Je vais céder à nouveau la parole à Sylviane Beaulieu, qui va nous présenter un tout nouveau projet visant l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement. Sylviane, as we say in English, the floor is yours. Merci, Benoît. OK. Tout le monde dans la salle, on mange, right? On va au restaurant, on mange ici à la CAF, on mange à la maison. Il faut prendre notre manger dans quelque part. Puis, c'est de ça que je veux vous parler. Parce que autant que c'est vous qui achetez, c'est aussi les institutions, c'est aussi ceux qui vont transformer pour ensuite revendre dans des grossistes et que vous allez racheter. Donc, le projet, comme que Benoît a mentionné, c'est un projet qui est tout nouveau. La première chose que j'aimerais faire, un des partenaires du projet, c'est Gassem Chéri. Il est à Toronto, il ne peut pas être avec nous autres aujourd'hui, mais c'est mon partner in crime pour ce projet-là. Donc, un beau bonjour à Gassem. Et puis, j'aimerais aussi saluer l'équipe Boréal qui est en train de mettre ce projet en marche. Donc, dans le sud de l'Ontario, j'ai Nertila et puis, pardonnez-moi, Hanan. Donc, ces deux étudiantes ont aidé Gassem à aller rechercher toutes les informations et de mettre dans les chiffriers pour qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui pour continuer le projet. Nous avons aussi Ryan qui est au sein du collège, qui était au sein du collège, qui a aidé à démarrer ce projet-là aussi. Donc, merci à tous ceux qui ont participé au sein du collège. C'est important de prendre soin de notre communauté. Puis souvent, je le dis, c'est nourrir notre nucléus. Donc, on vit dans le nord de l'Ontario. Puis, il faut prendre soin de nous, ainsi que les producteurs, les transformateurs, les acheteurs et toute la chaîne d'approvisionnement.
Nos partenaires pour ce projet, on a NOFIA, donc Northern Ontario Farm Innovation Alliance. On a RAIN, qui est Rural Agri-Innovation Network, Greater Sudbury Food Policy Network, ainsi que Thunder Bay and Area Food Strategy, pardonnez-moi. Ce projet, comme vous voyez, vient de commencer en 2023. Il dure jusqu'en 2026. Donc, on est à son début. Nos objectifs, c'est d'identifier les problèmes qu'on a à tisser les liens entre le producteur, le transformateur, l'acheteur et tout le monde entre ces personnes-là. Donc, on va éventuellement développer des solutions pour en venir qu'un jour, que je l'espère, qu'on va savoir où aller chercher notre manger local, puis être capable d'identifier, comme si je regarde tout le monde qui est ici dans la salle, quand vous rentrez dans un grossiste ou quand vous rentrez dans un restaurant, est-ce que le manger local est identifié? Est-ce que vous savez comment l'identifier? Puis là, je vais peut-être faire une petite plug, je suis producteur laitier. Donc, comme producteur laitier, une des façons qu'on identifie le lait canadien, c'est avec la petite vache bleue. Donc, peut-être qu'on va créer notre propre petite identification pour nos produits locaux du nord de l'Ontario, éventuellement, je l'espère. Pourquoi c'est important? Bien, une des choses, c'est d'inclure tout le monde. Puis, depuis tout à l'heure, je parle de tout le monde qui est dans la salle. C'est important d'inclure nos petits-enfants qui vont devenir les adolescents, qui vont travailler, acheter, se manger, ainsi que nous, nos parents et toute la communauté du nord de l'Ontario. Pourquoi qu'on devrait acheter local? On achète local pour pouvoir, parce que chaque dollar qu'on va acheter va retourner dans la communauté, puis il va y avoir un roulement. Donc, c'est pour l'économie locale. Quelque chose que je tiens à cœur, c'est producteur laitier. Le plus près que votre manger est, le plus frais, la chance qu'il y a moins de produits qui ont été mis sur les aliments parce que l'aliment n'a pas eu besoin de voyager. Et puis, il ne faut pas oublier les pas que ce produit-là a pris pour se rendre dans votre assiette. Le plus près qui est, le plus qu'on prend soin de notre environnement. Donc, extrêmement important sur ce côté-là. Donc, deux petites affaires de mon côté. Je lance un appel à tous ceux et celles qui sont dans la salle aujourd'hui de parler de ce projet-là. On a encore besoin des partenaires qui vont assister à nos focus groups parce que ça, c'est une des prochaines étapes qui s'en vient. On a besoin on va avoir 6 focus groups qu'on va avoir des discussions dans les prochains mois pour essayer de trouver des solutions, pour ensuite mettre les premiers pas pour essayer de faire les liens entre toutes ces personnes, donc le producteur, transformateur et l'acheteur qui est vous à la fin, au bout de la ligne. Donc, avec ça, Sabine, Olivia, Cindy et tout le restant des membres de la communauté boréale, merci et un petit clin d'œil aux étudiants qui aident avec tous les projets. Sans vous, ça ne marche pas. Donc, merci bien. Merci beaucoup Sylviane. Si vous cherchez d'ailleurs davantage d'informations sur ce projet-là en particulier, je vous invite vivement à aller dans la section actualité du site web du Collège Boréal parce qu'il y a quelque temps, on avait émis un beau communiqué de presse pour parler de ce projet-là. Alors, félicitations et on a bien hâte de connaître les résultats de ce projet-là. Merci Sylviane. Alors, au Collège Boréal, nous sommes fiers de développer, vous l'avez remarqué dans toutes les présentations que vous avez vues, des partenariats avec les organismes communautaires, les entreprises communautaires, parce qu'on veut avoir un impact
dans notre communauté, dans nos communautés. Et puis, ce sont ces partenariats, ces partenaires qui nous aident à répondre aux besoins des petites et des grandes entreprises, des communautés autochtones, des associations à but non lucratif, des compagnies industrielles et même des organismes gouvernementaux à travers toute la province. Our research projects would not be possible without our partners. Et à ce titre, j'aimerais donc profiter de ce moment pour remercier une fois de plus tous nos partenaires en recherche. Alors, wherever you are, thank you very much for your support. Much appreciated. Thank you. Pour terminer, je vais passer à nouveau la parole à notre gestionnaire du secteur recherche et innovation ici à Boréal, nul autre que Sabine Bouchard, qui a une dernière annonce, si j'ai bien compris, Sabine, à nous faire là tout de suite. Oui, donc merci beaucoup, Benoît. Donc, pour commencer, je veux juste brièvement mentionner que vous avez aujourd'hui découvert vraiment juste un échantillon des projets de recherche qui ont lieu au Collège Boréal. Donc, today you really got to discover a quick sample of our applied research initiatives and the wonderful teams working on them. And please do check our website for a complete list of the excellent work being done by our research teams. Donc, félicitations et merci encore à tous ceux qui appuient la recherche au Collège Boréal. Et j'aimerais d'ailleurs profiter de notre rassemblement pour annoncer un tout nouveau projet dont le financement vient d'être octroyé. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter un tout nouveau projet intitulé Sensibilisation sur la corrélation entre le gaspillage alimentaire et les gaz à effet de serre, donc transformation de déchets alimentaires en substrats organiques. Il s'agit vraiment d'un projet pilote d'un an d'une valeur d'environ 60 000 $ qui vient d'être octroyé grâce au programme de laboratoire vivant des collèges et instituts Canada, donc de CICAN. Et c'est un projet qui vise vraiment l'adoption d'une approche novatrice de déshydrateur de déchets alimentaires. Donc, c'est une technologie qui va vraiment être ajoutée donc, au centre de biodiversité, au centre de recherche appliquée en biodiversité, donc à nos serres au campus de Sudbury, et où on espère en fait tester justement la réutilisation des déchets alimentaires engendrés par notre cafétéria, qui vont ensuite être ramassés puis déshydratés pour créer un substrat inodore qui sera ensuite testé par nos équipes forestières et agricoles. Donc vraiment, félicitations à toute l'équipe qui a monté le projet, donc Olivia, Marc, Rox, Sylviane. Et le projet va débuter dès le 1er avril prochain. Donc, félicitations à l'équipe de recherche. Wow! Wow! Je ne sais pas si vous vous souvenez du film Back to the Future 2, Retour vers le futur 2, quand il remplit son véhicule volant avec des déchets organiques. Je pense qu'on est rendu là, hein, Sabine. Hein? Bravo! Bravo! Alors, sans plus tarder, si vous souhaitez communiquer avec l'équipe de recherche au Collège Boréal, eh bien, surtout n'hésitez pas. Ils se feront un plaisir de répondre à vos questions. Et puis, leur adresse électronique, c'est pas compliqué. recherche@collegeboreal.ca. N'hésitez pas. Nous allons maintenant clôturer cet événement. J'espère qu'il reste du popcorn. Nous allons tirer un nom pour le prix de présence. Alors, si vous êtes toutes et tous là tout de suite, c'est peut-être parce que vous espérez gagner. Donc, roulement de tambour. Là, je regarde dans ma poche, hop, j'en prends un au hasard. Non, parce qu'on a fait le tirage juste un petit peu plus tôt, là, pour être sûr. Et alors, le gagnant, ou peut-être devrais-je dire la gagnante, n'est nul autre que Madame Suzanne Cérès. Bravo, Suzanne. Donc, il faudra revenir l'an prochain, là, si vous espérez gagner ce gros. Et dis donc, il y en a des choses là-dedans, Suzanne, j'ai l'impression. Hein. Félicitations. Alors, sur ce,
Encore une fois, merci à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui, d'avoir participé. Comme le disait Sabine un petit peu plus tôt, ce que vous voyez aujourd'hui n'est qu'un extrait de tous les projets de recherche que nous avons ici au Collège Boréal. Veuillez prendre quelques minutes pour remplir notre sondage de rétroaction. Et puis, pour celles et ceux qui sont avec nous en présentiel, on vous invite à rester pour jaser, continuer à manger un petit peu. Vous le voyez à l'écran, il y a un code QR que vous allez pouvoir scanner pour avoir accès à notre sondage. Et puis, sur ce, bien en tout cas, encore une fois, merci d'être venu. Et puis, sur ce, bonne journée. Merci. Thank you. Miigwech. Merci.